Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. Aujourd'hui on revient sur l'UFC 295, je suis en compagnie de Jules, comment vas-tu? Toujours là, hein. Écoute, content. Content, on a été pressé de voir le combat. Enfin, les combats, c'est passé. On a été, on a eu du spectacle, donc content. Et oui, du spectacle, on en a eu, des rebondissements, des combats assez rapides dans l'ensemble, pas mal de nouveautés dans les différentes catégories, les light heavyweight ont un nouveau champion, on revient un petit peu sur toute l'actualité. Donc, au menu aujourd'hui, on va partir très simplement sur un menu 5 étoiles. Le premier Ah, plat de ce génialissime menu qu'on sera composé du numéro. Qu'est-ce que c'est? On revient sur l'événement dans sa globalité. On parle des acteurs, du contexte et un petit peu de quelques anecdotes autour de cet événement. Ensuite, on passe à l'octogone. L'octogone, comme son nom l'indique, c'est les combats, c'est le fight, c'est l'adversité. Le tout saupoudré par la magie de nos deux orateurs ici présents. Hashtag éclaté. Ensuite, on passe aux bangers. Le bangers, qu'est-ce que c'est? C'est le combat qui a retenu notre attention. LG ici présent donnera le sien, je donnerai moi-même le mien. Et on verra un petit peu quels sont les points sur lesquels on souhaitera revenir. Ensuite, nous aurons le Ronin, donc le combattant qui nous a le plus marqué, lequel nous a fait le plus kiffer, lequel nous a mis le plus d'étoiles dans les yeux, lequel a mis aussi plus d'étoiles dans la tête de potentiellement son adversaire. ouais, grave. Et enfin, nous partirons sur le samouraï et le seppuku. Donc le samouraï étant le prodige à venir et le seppuku derrière la personne qui a le plus perdu lors de cet événement. On va en venir maintenant, c'est tout de suite. Donc sans plus tarder, nous allons passer du coup au numéro. Pour le coup, Jules, le numéro, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le contexte? Qu'est-ce que tu as apprécié? Quel est le contexte dans l'ensemble? Si tu nous fais un petit résumé succinct, détaillé, précis. Ouais, bah, c'était l'UFC 295. À la base, on était censé avoir Miocic John Jones en main event. Ça s'est finalement pas fait suite à la blessure de John Jones. On en avait parlé dans nos dernières vidéos. C'est vrai que sportivement parlant, ça avait peut-être un petit peu plus d'intérêt. Les combats qu'on a pu voir derrière, dont Thomas Spinal, Pavlovich. Donc non, c'était, je pense, une carte qui il y avait beaucoup de promesses. En plus, au Madison Square Garden, La mec. salle incroyable, exactement. La mecque de beaucoup de sports, hein. Notamment du basket. C'est la salle des Hawks, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui, des Pistons. C'est très young leur franchise, hein, Oui, oui, oui. à New York. Ouais, Ouais. c'est ça. Avec Evan Machin qui joue aussi et qui a d'ailleurs énormément de temps de jeu sur Complètement. le début de saison. Oh bah lui, oui, pour le coup, lui, il fait la buvette. Mais non, c'était un super événement. C'est toujours en plus une salle, je pense, où tu as une ambiance, où tu as envie de montrer des choses avec un public new-yorkais qui, on le sait, aime le sport et souvent au rendez-vous, que ce soit dans l'ambiance ou ne serait-ce qu'en termes de personnes. Donc, événement, moi, qui me hypait et je suis pas déçu. Tout à fait. Effectivement, comme tu es revenu dessus, c'est vrai que beaucoup de ces événements ont été chamboulés, notamment le main event qui de base devait être devait être représenté par le GOAT, John Jones, qui devait affronter Stipe Miocic, le deuxième donc la chèvre, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu ce magnifique accent animalesque. Et donc pour le coup d'ailleurs rattrapé par selon moi celui que je t'avais présenté comme le meilleur poids lourd, donc j'ai présenté comme le meilleur poids lourd actuellement en cas Spinal contre Pavlovich, le plus dangereux, donc vraiment une opposition très intéressante. En plus de ça, dans le folklore également, on peut revenir sur le fait qu'Alex Pereira, pour le coup combattant qui s'est présenté dans cette carte, a commencé sa carrière 2 ans auparavant en MMA bien sûr, dans cette même salle. Écoutez, sans plus tarder... En MMA à l'UFC. Tout à fait, exactement, ouais. Tu fais bien d'apporter la précision. Et puis là, je sais pas ce que t'en penses, mais je t'aime. Je sais pas ce que t'en penses, mais on peut passer potentiellement à l'octogone. Ouais, let's go. Alors, l'octogone, pour le coup, on revient un petit peu sur les combats. Pour le coup, 5 combats dans cette carte. Donc, on a en main event Jiri Prochaska contre Alex Poatan Pereira. Suivi du co-main event de Aspinall contre son opposant Pavlovich, donc l'AK-47.
Ensuite, nous avions en troisième combat de la soirée Mackenzie Dern qui a affronté Jessica Andrade qui était censée du coup prendre la place de l'ancienne championne pour monter dans la catégorie, ce qui malheureusement ne s'est pas fait. Et nous avions bien sûr Cocorico, 11 novembre, Monsieur Saint-Denis face à Monsieur Frivola. Et en opening night, nous avions un mec avec une coupe iroquoise mulet des années 70 très dégueulasse. Il avait un style. Hein. Ah, elle avait un sacré style qui avait pour prénom Diego Lopez face à Pat Sabatini. Donc, une carte assez riche, détaillée, avec beaucoup d'enjeux pour les différentes catégories. Donc, une entrée dans le top 15, une entrée potentiellement dans le top 5 pour devenir contender, et ensuite 2 ceintures. Donc voilà pour la petite présentation sommaire de cet événement. Donc comme vous l'avez déjà dit et comme je l'ai déjà redit, un événement plein de surprises avec beaucoup d'enjeux dans les différentes catégories, que ce soit masculin, que ce soit féminin, que ce soit au-dessus de 120 kg, que ce soit en dessous de 70 kg. On a vraiment eu une carte très variée. Maintenant, on va passer du coup à la partie un petit peu plus croustillante, la partie un petit peu plus détaillée, le côté un peu plus mystique, le côté un petit peu plus analytique. On va passer bien sûr aux bangers. Alors, LJ, toi, quel est ton bangers? Si je devais donner un bangers, je pense que ça serait plutôt Pereira Prochazka. Je sais que je vais te voler la priorité, mais c'est le tien aussi. Après, on peut en parler tous les deux. En vrai, je pense que c'est le bangers parce que c'est le combat où on a pu plus voir les choses. On avait d'ailleurs sorti une analyse et on en a parlé tous les deux. Il y a certaines clés qu'on avait données où on l'a vu se mettre en place dans l'octogone, du côté de Pereira comme du côté de Prochazka. Donc c'était vraiment un beau combat, même si on reviendra peut-être un petit peu plus tard. Est-ce que tu veux que j'en parle dans son ensemble de ce combat-là? Je t'en prie, Et bah ça a commencé donc... Ça a commencé assez fort, c'est resté debout au début. On a vu Pereira au début vraiment essayer de viser les jambes avec des calf kick. Et d'ailleurs, il le fait tomber une première fois, il le déstabilise une deuxième fois. Donc ensuite, on a vu Prochazka essayer d'amener Pereira au sol, réussir à l'amener au sol. Incroyable. C'est incroyable parce qu'on s'était dit qu'on ne le voyait pas forcément y aller au sol, mais ça montre à quel point Pereira est en fait est vraiment craint debout. C'est-à-dire que même pour un mec comme Prochazka, qui est dans la catégorie un des mecs les plus dangereux, il ne veut pas aller debout avec Pereira. En tout cas, donc c'était vachement. Ouais. Exactement, enfin il a des réticences. Donc c'était vachement intéressant de voir ça. Et puis du coup, deuxième round, il a essayé de l'acculer sur la cage. Ça aussi, on l'avait dit que ça pouvait être une clé pour Prochazka, d'acculer Pereira contre la cage. C'est ce qu'il a fait. Et on en a parlé aussi tous les deux. C'est à ce moment-là qu'on a eu peur pour Pereira parce qu'il a mangé des beignes. La vache, ouais. Et en fait, après, crochet droit de Pereira qui effleure Prochazka. Je pense qu'il la prend quand même, mais et derrière, crochet gauche, Prochazka tombe. Tout de suite, il a le réflexe d'attraper, de ceinturer Pereira et de le coller à la cage. En fait, le contrôler exactement à la cage. Sauf qu'à ce moment-là, il prend des coups de coude des enfers. Ouais, il en prend. C'est des parpaings. 4 ou 5, ouais, c'est ça. Et tout de suite, en fait, il a ce moment où il retombe en arrière. L'arbitre coupe le match. Arrête le combat. Et Pereira est donc déclaré vainqueur. Donc je sais pas, je pense que du coup c'est potentiellement ton banger aussi. Est-ce que par contre le fait que ça soit à nous deux notre banger, c'est pas un petit peu entaché par cet arrêt qu'on pourrait qualifier d'un petit peu rapide par l'arbitre? Écoute, moi effectivement il y a vraiment ce sujet de l'arbitre qui va revenir derrière un petit peu plus loin. Après pour revenir sur le combat de manière beaucoup plus globale, pour reprendre un petit peu l'analyse, pour compléter, moi effectivement sur ce combat en fait ce qu'on a vu c'est ce que je dirais c'est Pereira est tellement bon qu'il transforme le potentiel meilleur striker de la catégorie qui est Jiri Prochazka en lutteur. C'est à ce point là qu'Alex Pereira est bon, c'est à ce point là qu'il est craint
Et c'est à ce point-là que Jiri Prochaska, qui a aujourd'hui n'avait tenté aucunement de takedown sur l'ensemble de ses 3 combats, hormis Panic Takedown, qu'on a vu du coup en deuxième round, on l'avait jamais vu adopter cette stratégie de je vais imbriquer ma lutte dans mon striking pour perturber. Jamais. Là, il tombe sur Pereira, il se dit ok, il y a danger, et dès le premier round, on l'a senti. On a senti que Jiri n'avait pas sa folie habituelle, on a senti qu'il était plus sur la mesure. Les 2 combattants sont beaucoup observés, Pereira était moins engagé que d'habitude, gardait beaucoup plus la distance pour tenir en respect Jiri. Et donc c'était au début pas mal de distance de jambes. On a vu que Prochaska avait quand même anticipé le fait que les clés du combat pour Pereira, ça allait être ses kicks. On l'a vu esquiver pas mal de kicks au tout début du round. Puis ensuite, fatalement, un kickboxer comme Pereira, plus tu lui laisses le temps, plus tu lui laisses s'installer, plus il a le temps de trouver ses marques. Donc, comme annoncé dans la preview, ouais, il y a eu des leg kicks et on a vu du coup Pereira balayer Jiri parce que Jiri met énormément de poids sur sa jambe avant. Et effectivement, donc ce premier round où il y a eu beaucoup de mesures, beaucoup d'observations, et on a vu que d'une part comme d'autre, les deux se respectaient énormément. Parce qu'on a vu Jiri dans un état sur un premier round qu'on n'a jamais véritablement vu en fait. Sans trop d'engagement, beaucoup plus dans la mesure, qui a pris du temps avant de rentrer dans son combat. Puis au final, il s'est fait savater la jambe. Il s'est pris un high kick également, parce qu'en fait, Jiri fait énormément de mouvements de tête. Donc sur un mouvement où il fait, je sais pas, une esquive latérale, qui vient chercher son genou, il prend un kick de Pereira, pleine frimousse. Et puis derrière, il s'est dit, bon vas-y, I deserve it, brother. Let's go to the takedown. Et takedown. Non. Suite... Mais je te laisse, vas-y. Oui. Merci. Suite à ce takedown, pour le coup, suite à ce takedown, les gars, vous allez voir le podcast, savoir quand laisser parler et quand parler, c'est super dur. Si un jour vous avez l'occasion de faire un podcast avec votre surtout chien, avec Yann. Ouais, surtout avec moi, je suis insupportable. Et puis on a vu que, pour le coup, oui, Jiri, quand il amène Pereira au sol, Pereira, c'est pas quelqu'un qui va tout de suite chercher à se lever, c'est quelqu'un qui va éviter le dommage. Donc on l'a vu beaucoup jouer, contrôler les bras de Prochaska, rester dans la demi-garde. Donc demi-garde, c'est en gros, pour ceux qui regardent à l'écran, ça c'est une full guard. Une demi-garde, c'est quand justement une jambe vient crocheter l'autre jambe de la personne qui est sur le dessus. Donc en fait, la personne n'a pas la position de contrôle complet, et ce qui fait qu'il y a un certain grip qui est assuré par la personne qui est en dessous. Donc dans la demi-garde, on l'a vu d'une part sécuriser, bloquer la jambe de Prochaska pour l'empêcher de gagner des positions. Donc passer dans une monte ou autre, puis limiter les coups avec ses bras pour éviter de prendre des dommages. Bon, il prend 2-3 bougnats, et à la fin, il arrive à se relever, à être plus agressif et retravailler à nouveau avec son jab au corps et à son jab avec ses low kicks. À introduire beaucoup plus ses low kicks parce qu'il a commencé à rentrer pour installer sa boxe, ce qui a libéré ses jambes. Et tu voulais rajouter quelque chose? Non, complètement, en fait, je voulais juste dire que là où on s'était trompé, c'est qu'on pensait qu'il n'y aurait pas forcément, même s'il n'y a pas eu de round d'observation, que les deux seraient plus offensifs que ça. Et en fait, on l'a vu, les deux se craignaient énormément. Tu l'as dit, je pense que les deux se respectaient, mais se craignaient aussi. Je pense que Prochaska, moi, c'est quelque chose que j'avais anticipé. Après, avec la fin du combat, peut-être qu'il y aurait un rematch et... du coup, ils appellent pas ça un rematch, ils appellent ça comment? Ouais, rematch, revanche, revanche, ouais. Le début d'une trilogie. C'est ça, pourquoi pas. Mais où je pensais vraiment que, en fait, avec le striking de Pereira et son background en pied-point, je le voyais mal dominer, parce que même s'il a vraiment ce combat, enfin ce côté dans les combats où tu sais pas ce qu'il va faire, ça me paraissait compliqué avec un mec qui avait ce coup d'œil-là. Et je pense que lui, du coup, l'avait anticipé aussi, et c'est pour ça qu'il n'a pas non plus trop tenté, sauf, comme toi tu l'avais dit, de vraiment, quand il était acculé sur la cage, parce que là, il avait le... Parce que je pense aussi peut-être que Pereira avait ce côté un petit peu plus technique et un petit peu plus mobile. Même si Prochaska est un mec technique, il est aussi, comme tu l'as dit, plus, tu sais, droit en fait dans ses mouvements. Il gère plus son combat. Il gère beaucoup plus son combat, sa distance, on sent vraiment l'expérience. Exactement. Ouais, je voulais juste dire que les deux, ça sentait qu'ils se craignaient énormément. Et beaucoup, ouais. Exactement. Et l'un comme l'autre, je pense qu'ils respectaient vraiment beaucoup le striking de l'un et l'autre. Et la puissance. Des similitudes exactement c'est-à-dire que c'était plutôt des
l'un comme l'autre des strikers et des mecs qui vont jouer sur leur puissance, leur KO power plutôt que sur leur sol. Et de voir Prochazka emmener au sol Pereira, c'est du coup qui avait eu certains adaptations dans le game plan. Chez Ronin, on vous apprend la langue française. Exactement. Écoute, la transition est toute trouvée parce qu'effectivement, premier round qui se termine sur ce Pereira qui remonte, qui se relève à la cage et qui va mettre des bougnats et installer un peu plus son striking, et c'est ce qu'on a vu du coup dans le deuxième round. Donc pour le coup, période d'observation qu'on peut dire à peu près validée, on sait à peu près Jiri qui installe déjà la lutte, qui met ça dans l'esprit de Pereira pour essayer de modifier le combat, lui faire voir d'autres facettes du jeu qui peuvent arriver et du coup mener et mettre son attention sur ces points-là. Et Jiri qui du coup se sert de ça pour faire des coups très bizarres, où il y a un moment, il y a une séquence qui est incroyable, il fait une feinte de takedown. En fait, il baisse sa main pour le takedown. Au dernier moment, il remonte en uppercut chelou qui vient taper Pereira. Et vraiment, on a vu que Pereira était vraiment dans l'observation et vraiment dans le côté analytique. Qu'est-ce qui se passe en face de moi, en fait? C'est comme si, en face, t'as un mec qui vient et qui fait le Harlem Shake. Genre, c'est-à-dire que les mouvements, c'est... Et tu sais un Harlem Shake précis, en plus. C'est-à-dire qu'il te touche. Construit. Et en fait, c'est un Harlem Shake, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut faire le Harlem Shake, c'est Jiri Prochazka. Et pour le coup, on voit que Jiri du coup rentre un peu plus dans son combat, commence à rentrer dans son état de transe. On revoit le Jiri qu'on a vu en fait en somme sur tous les autres rounds de ses autres combats. Que ce soit face à Ozdemir, que ce soit face à Glover, que ce soit face à celui qui s'est fait tuer après sa défaite face à Jones, Reyes. Reyes, et il commence à accélérer, et il commence à se mettre dans son game. Et à ce moment-là, du coup il commence à acculer un petit peu Pereira. Mais c'est surtout à ce moment-là qu'il prend le plus de risques. Et au moment où il prend le plus de risques, et pas fatalement, c'est ce qu'on avait dit, c'est un gars, quand il fonce, lui, c'est un prêté pour 2 rendus. Et là, pour le coup, en fait, avec Pereira, c'est un prêté pour un rendu. C'est-à-dire que t'en prends une, il t'en met une, enfin, t'en prends une, mais en termes d'équilibre de force, le rapport fait qu'en fait, t'affrontes la montagne, quoi, de Game of Thrones. Le gars te met une patate, véritablement, tu peux retourner voir tes ancêtres samouraïs, t'as des visions qui disent Jiri, évite le crochet du gauche. Et fatalement, pour le coup, ses ancêtres, il les a vus puisqu'il a pris 2 knockdowns. On parle beaucoup du premier où en fait il est ébranlé par le premier crochet du droit, puis terminé par le crochet du gauche qui le fout au sol. Mais quand il fait son panic takedown, qui se remet sur Pereira, Pereira le prend, il a sa tête au niveau de la hanche, enfin la tête de Jiri au niveau de sa hanche à lui, et qui lui met 5 ou 6 coups, aussi appelés les coups de gitan dans le jargon. Clairement, les 5 ou 6 le remettent knockdown. Et je pense que c'est ça surtout qui a alerté Gonnar. Et c'est ce dont on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait il prend 2 knockdowns en peut-être en 15 secondes de battement. Donc après effectivement c'est un combat dont on attendait beaucoup, donc il est très difficile de ne pas être déçu parce que je pense que Jiri avait matière derrière à subir du ground and pound et peut-être s'en sortir, quoique Alex Pereira, bien que ce soit pas le meilleur Jiu-Jitsuka, était en full mount. Mais effectivement le combat était assez mal embarqué pour lui. Donc voilà pour notre combat entre Jiri. Tu veux aller rajouter quelque chose sur nos amis Prochazka et Pereira? Très bien, écoute, je pense qu'on n'en a pas trop parlé, on va ne pas être égoïste et parler un petit peu des autres. Donc on passe maintenant au Ronin. Alors le Ronin, c'est le combattant qui nous a le plus marqué. Aochi, dis-nous lequel t'as le plus kiffé. Je t'ai piqué la priorité juste avant, mon ref, donc c'est moi qui te pose la question. On va passer au Ronin. Quel est le combattant qui t'a fait le plus kiffer? Le contre-uno des familles. Aïe aïe aïe. Oui, mais c'est un contre-uno amical. Je te donne la lumière. Que de l'amour. Cœur de Cyril Gann. Écoute, moi, mon Ronin, c'est pour le coup, tu traverses juste la Manche et tu tombes sur Tom Aspinall. Moi, il m'a bluffé. Concrètement, le gars, il y a encore 2 semaines, il mangeait des mac and cheese et des fish and chips. Il prend le combat face au mec le plus terrifiant de la catégorie. Il le met KO. Incroyable. Juste incroyable. Jamais je n'aurais pensé à un KO, bien qu'on sache qu'il a le KO power. Et qu'effectivement, je t'avais dit ground and pound, 2e round, je crois, de mémoire dans notre chrono. Moi, je voyais plus un coup en clinch. Ouais, effectivement, en fait, j'étais pas si long que ça dans mon prono. En vrai, ça va, je peux peut-être faire parier.
Enfin bref. Donc il arrive à le mec KO. Sublime. Comme convenu, hein, ses déplacements ont vraiment fait la différence. On voit que Pavlovich avait des difficultés à pouvoir véritablement le cadrer. Il a montré aussi quelques push kicks. Donc pour vraiment pouvoir contrôler cette distance et jouer sur sa rapidité de jambe. Et puis il prend une belle bougna aussi. À un moment, il prend une Ouais, et bah, grosse, complètement. grosse gauche qui l'ébranle, mais il reste droit, il reste focus, concentré malgré l'orage. Et puis derrière, il met un 1-2 des enfers qui se finit d'un hammer fist façon Ngannou en moins puissant. C'est ça. Et la célébration qui est juste incroyable. Que d'émotions pour Thomas Spinal. 2 semaines de short notice, il revient d'une énorme blessure des ligaments. Il bat, il s'est fait qui Tibura. Il bat Tibura derrière suite à pour son combat de reprise. Ensuite, il prend le mec le plus dangereux de la catégorie suite à sa blessure et à son retour. Donc, il passe à un énorme morceau. Avec 2 semaines de short notice de préavis. Michael Bisping en pleurs. Enfin, en pleurs. En émoi en tout cas. Franchement, c'était sublime. Que d'émotions, que de bonheur et que de tact aussi pour notre Frenchie. Puisqu'Aspinal, il a clairement le seum que Cyril lui ait pas accordé son combat pour le titre. Et là, il lui a dit, mon gars, tu vas aller galérer face à Almeida, et puis derrière, on verra ce qu'on fait. Donc voilà, Il lui rend l'appareil. c'est ça, mon Ronin, vraiment, Thomas Spino, Spino, incroyable, que de classe, classe à l'anglaise. Ouais, complètement. Et en plus, le combat a duré quoi? J'ai plus le temps en tête, 1 minute 30, quelque chose comme ça, 2 minutes. Ouais, c'est ça. Ça Il fait est pas- dans enfin, il est dans sa De toute moyenne. façon, voilà, ils étaient dans leur combat moyenne, actuel, exactement. Et en fait, t'en as très bien parlé. Ça commence debout, hein. C'est Pavlovich qui touche en première finale. Il prend une sacrée. Il me semble que c'est une droite, Ouais. mais je suis pas sûr. Très bien dit. Ouais, et derrière, en fait, par ses déplacements, Aspinal réussit à se remettre un petit peu, à reprendre. Et là, il envoie quelques kicks. Et tout de suite, après, il rentre, il envoie une baigne et Pavlovich tombe, quoi. Mm. Et derrière, il me semble qu'il n'y a même pas énormément de coups en Grand Pound, hein, parce que tu sens qu'il tombe vraiment KO. Et je crois qu'il y a 1 ou 2, hein, pas plus. Hein. Il lui en a mis une, pas deux, ouais. Ouais, c'est ça. Et derrière, tu vois que c'est fini. Et de toute façon, Pavlovich, enfin, tu sais, il n'a pas contesté, tu vois. C'est pas, il se relève, il va dire à l'arbitre, oh, j'aurais pu continuer et tout. Non, le mec, il reste au sol. Je pense qu'il l'a senti, tu vois. Donc, non, c'était un super combat. Écoute, en vrai, ouais, c'était un super combat. Et du coup, si moi, je peux parler de mon Ronin. Je t'en prie. Est-ce que tu vas traverser la Méditerranée? Arrête. Enfin, la Manche, pardon. Monsieur BSD, grand monsieur. Non, bah écoute, on a bien vu que la pression, il la prenait, il la buvait, tu vois, au Madison Square Garden, devant le public de Frévola. Pareil, premier round, un combat assez expéditif également, un petit peu plus long que le main event, le co-main event, pardon, entre Aspinal et Pavlovich, mais le combat, il me semble, s'arrête avant les 3 minutes, ou 3 minutes 30. Ce qui est ouf, c'est que le troisième combat et le co-main event, à eux seuls en cumulé, ça fait même pas un round. Ouais, t'imagines, ça faisait. Et Et si tu mets je pense, les 3 combats dont on vient de parler, ça fait même pas un round de 3 du coup. Non, c'est pas un combat, non. Enfin, ça fait même pas un combat de 3, Ouais, tu vois. quand même pas. Ouais. C'est une Mais grosse connerie. bon, après, on préfère avoir des combats comme ça plutôt que des trucs qui vont à la décision et où c'est un petit peu. On peut s'endormir devant. Ouais. Mais non, c'était un super combat. Comme on a vu Benoît et Frévola, on le savait, se rentrer dedans tout de suite. On a vu Benoît dominer en striking. On a vu Frévola tenter des beaux takedowns. Tu sais, un petit peu, c'est ce que j'appelle des summer slams, enfin des super slams, tu vois, où vraiment il va lever le mec et il met tout son poids dessus. Ah, il l'a éclaté au sol, hein, BSD. C'est ça. On l'a vu aussi au sol. Dominer le sol, il y a un moment où Frévola est dessus et en un coup, Benoît reprend le lead. C'est vraiment incroyable. Benoît a dominé au sol Frévola, du coup. Ouais, c'est ça. En fait, on a vu Frévola, du coup, faire cet amené takedown, commencer à essayer de contrôler Benoît, mais à un moment, il le retourne comme une crêpe. Je mettrai à la vidéo. Il y a un moment, en l'espace de 5 secondes, il se retrouve d'une position où il est sur le dos à une position dominante où Frévola est sur le dos. Et donc, j'ai trouvé ça incroyable, ça se relève. Et là, en fait, Frévola un petit peu sur le reculoir.
et tu as le pied de Saint-Denis qui part. Et pareil, KO net, incroyable. Je sais pas si c'est son premier KO en high kick. Je Oui, pense qu'en UFC, ça l'est. oui, c'est son premier corps en En high kick, MMA, tout à je fait. sais pas. Oui, tout à Mais fait. en tout cas, c'était voilà. Et en plus, ça fait vraiment plaisir que ce soit Benoît parce que même derrière dans son interview Ah, du c'était beau. Rogan. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, il a dit que Makhachev ne faisait pas 3 rounds avec lui. C'est À incroyable. nuancer. En tout cas, voilà, il a dit, il a Mais, remercié. Enfin, il est toujours un petit. En plus, j'aime bien son côté où tu as vu, il a confiance en lui, etc. Mais il dit, il est vas-y, noble. ça reste une. C'est ça. Il a Ouais, une mais il peut noblesse avoir son d'âme. côté trash, voilà, trash Mm. talker, mais il garde ce côté respect où tu vois, il salue le public, même s'il se fait. Parce que pendant son truc, il se fait huer, hein, il se fait siffler. Mais il continue à saluer le public. Il leur dit même merci de nous avoir sauvé les fesses pendant la dernière guerre, etc. Ah, il nous a fait Donc, un cours non, 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 d'histoire. ouais, c'est ça. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est vrai que c'était très beau et puis même techniquement c'était très très propre Ouais, parce qu'on a vu que complètement. il balançait des middle kicks et en fait Frévola était parfait, enfin Frévolé du coup parce que c'est vraiment volé le pauvre. Euh, en fait il était parfaitement prêt face au middle kick. C'est-à-dire que sur le high kick en fait Frévola dû au fait qu'il soit préparé à cette arme qui est vraiment le go-to move de notre Sandy nationale savait que ça allait arriver donc au début on a vu qu'il avait travaillé des comptes sur les middle Mhm. et au moment où il prend le high kick, en fait, il s'attend à ce que le kick vienne dans une zone plus basse et il se le prend dans la tête parce que juste avant, il Ouais. l'avait setup. Moi qui viens de la Muay Thai, je trouve ça juste magnifique, c'est incroyable. J'aimerais pouvoir un jour mettre ce type de coup de pied en dehors que sur des sparring partners qui viennent de commencer le fight. Bon, ça Voilà. viendra. Pour le coup, effectivement, ensuite pour la fin, le folklore, Benoît Saint-Denis, comme tu l'as dit derrière, il a été de son trash talking Made in France. Il a demandé pour Dustin Poirier, qui a répondu un peu défavorablement parlant, en disant oui, non, t'as encore du travail à faire. Justin Gaethje, en lui mettant son respect aussi dessus, en disant oui, je suis fan, mais je te nique. D'ailleurs, qui est une drôle de manière de montrer du respect à un gars qu'on aime, mais on va dire que c'est la French Touch. Et derrière, oui, en interview d'après-combat, a même dit qu'il pourrait, si le UFC le souhaitait, être main event d'un événement UFC en mars, donc potentiellement la date de retour qu'il vise. En tout cas pour la team Saint-Denis, que ce soit Daniel Warin et tout derrière, tout le staff, une période de repos est bien méritée. Monsieur Ouais. Warin retourne du coup au Brésil, vaquer à ses petites vacances. Après 3 combats en 4 mois, c'est un repos vraiment bien, bien, bien mérité. Petit point assez rapide, donc le samouraï, donc comme on vous l'a dit, c'est le petit prodige hein, qui a retenu notre attention. Donc sur cette carte, c'était du coup assez disparate. Hein. Il y avait pas énormément de prodiges non plus. On avait le Diego Lopez là qui est arrivé, qui a mis un petit finish. On va en parler rapidement. Outre sa coupe de cheveux qui est sale, euh, on peut dire que du sale, il en a fait pas que sur ses cheveux, mais aussi sur son adversaire qu'il a fini par mettre KO. Alors que Diego Lopez est plutôt connu comme étant un grappleur. Donc vraiment, à voir à l'avenir de ce jeune homme-là dans la catégorie des poids plumes. Est-ce qu'il va monter dans les rankings? Oui. Ou est-ce qu'il ira top 10, top 15? Ça, l'avenir nous dira. Et c'est beaucoup, combattant, pour rappel, qui nous laisse un goût amer. Ouais, mon seppuku, c'est l'arbitre du main event. Non, non, Margonard. qui me laisse un goût amer, peut-être Prochashka, mais du coup, c'est pas complètement de sa faute à lui, tu vois. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé vraiment en voir un des deux dominer, parce qu'on l'a dit, dans leur catégorie, je pense que c'est les deux plus gros tueurs qu'on a actuellement. Et Complètement. j'aurais bien vraiment aimé voir une victoire nette, claire, sans bavure, où personne n'a quelque chose à redire. C'est vrai. Là, je pense que les fans de Prochashka, tu sais, t'as vachement ce truc de peut-être que dire ouais, mais non, c'était pas une vraie défaite, etc. Donc, je suis un petit peu frustré sur. C'est pas vraiment un combattant, hein, c'est pas de sa faute, c'est plutôt sur le finish de ce Ouais, combat-là. complètement. Mais, Sans mais retour ça après. reste une frustration assez faible parce qu'on a quand même vu des choses. Je pense que, comme on l'a dit, même si Prochashka, peut-être qu'il peut tenir, on n'est pas à l'abri que de toute façon, 10 secondes après, en fait, il prend en ground and pound et quoi qu'il arrive, ça se termine. Mais comme tu l'as dit, vu
conséquences qu'il pouvait y avoir, que ce soit financier ou d'image quand tu as un titre, bah, c'est vrai que Ouais, bah, l'arbitre aurait peut-être pu laisser un petit peu. c'est une Mais voilà, censure, hein. ça reste. Oui, oui, c'est ça. Mais ça reste une petite frustration. L'événement, je l'ai quand même bien kiffé. C'est vrai Et que moi, toi, le tien. moi, c'est vrai que juste pour compléter sur ce cas, c'est vrai que moi je te rejoins vachement là-dessus. Sur ce côté, c'est une ceinture, faut la mériter. Donc, de toute façon, les combattants vont bien être rémunérés. Alors, c'est pas une raison pour aller les enterrer, hein, mais effectivement, aller peut-être un peu plus loin parce que c'est une ceinture, c'est pas un combat classique. C'est ça. Euh, et Prochaska, pour le coup, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que la catégorie des light heavyweight est redynamisée là d'un coup. Même si, d'ailleurs, on l'a pas dit, hein, mais Alex Pereira, il parle anglais, hein. Il sait dire Adesanya comme Toussi Yordali. Eh, les gars, c'est pas beau ça? Je l'avais jamais entendu parler anglais de sa vie et il a juste sorti Adesanya comme si Yordali. Magnifique. C'est fou. Et puis pour le coup, bah moi, du coup, mon seppuku, à moi, ça va être Mackenzie Dern, du coup, qui était arrivé pour essayer de mettre à mal l'ancienne championne qui est Jessica Andrade et qui, pour le coup, bah, elle a pris la foudre, hein. Elle s'est pris 3 knockdowns, beaucoup d'engagement de sa part, beaucoup de volonté, mais bon, après Andrade, elle tape vraiment comme une dame de cantine énervée, quoi. Donc, c'est un peu misogyne. Elle tape comme. Quel animal est violent un peu elle tape comme un kangourou. Et pour le coup, c'est vrai que 3 knockdowns, c'était un peu beaucoup pour elle. Sur les clés d'amélioration, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'elle travaille sur sa lutte, ses amener au sol, parce qu'on a vu que son striking avait quand même pas mal de failles, ou qu'elle avait un petit déficit de puissance en termes de force de frappe, parce qu'Andrade était obligée de rentrer parce qu'elle avait moins d'allonge. Mackenzie arrivait bien à gérer la distance avec son jab. Malheureusement, le combat a pas suffisamment, elle a pas mis suffisamment de menaces de takedown, ou elle a pas suffisamment eu l'occasion de le faire. Andrade a été quand même très prudente, hein, c'était une championne après tout. C'est pas quelqu'un qu'on peut avoir et amadouer comme, comme ça. Et en tout cas, Mackenzie Dern qui prend une grosse défaite, ça va un petit peu ternir son image, mais bon, nul doute qu'elle reviendra. C'est une fille de combattante, elle a du sang de combattant, plein de bonnes choses pour elle. Et puis bah écoute, Ah, quand tu as un bon entourage, c'est plus important aussi. Hein. Tu sais, il n'y a pas de secret. Hein. Quand tu as des parents qui sont combattants ou qui sont ne serait-ce que sportifs, on le voit dans plein de trucs. Hein. C'est super important d'avoir ton entourage et ce mindset-là hmm, pour revenir derrière. ouais, bah Thomas Pinal par exemple qui a chopé une ceinture. Ouais, bien sûr. Bon, Bah, tu sais Mackenzie ce que qui tu prend un disais. KO. Son père est coach en jiu-jitsu. Je pense que c'est lui qui l'a formé, etc. Et puis donc, ouais, c'est Hmm. super intéressant d'être. Puis super important en fait d'être bien. Et puis pour le coup, bah, on va passer au Bushido, donc vraiment de manière succincte. La suite, ce qu'on attend. Écoute, qu'est-ce que tu veux voir pour la suite de nos différents combattants de cette carte? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Comment tu vois les choses évoluer? Non, ce que je veux voir, c'est un petit peu tout le remue-ménage que ça peut créer dans la catégorie poids lourd, ce nouveau titre intérimaire. Parce que du coup, on sait que le titre est détenu actuellement par John Jones, qui prétend qu'il n'a encore qu'un combat, en tout cas qu'il a envie de faire encore un combat à l'UFC, et lui, il est plus chaud pour que ça soit contre Miocic. Mais du coup, ça va créer un certain bordel, sauf si du coup l'UFC, ça pourrait être sympa de voir un dernier match de entre guillemets UFC entre Aspinall et peut-être John Jones, mais du coup, quel L'ancienne est contre la l'intérêt nouvelle vraiment? génération. Voilà, mais du coup, pour moi, il y a un intérêt si tu passes le flambeau et qu'Aspinall bat John Jones, mais dans le cas contraire, pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que tu sais en plus comment c'est compliqué quand il y a un champion qui part avec la ceinture, on l'a vu notamment avec Ngannou, c'est pour ça que c'est un bordel dans cette catégorie de poids. Hmm. C'est-à-dire qu'après, c'est compliqué d'avoir un champion qui est vraiment légitime, Après, ce qui est logique. l'avantage quand même, c'est que comme c'est Jones, on pourrait dire, on trouve trop la narrative de dire que Jones, il a battu deux champions de différentes, enfin 3 décennies de champions en fait. Les Oui. anciennes légendes des années 2000, les années 2010 qu'il a littéralement lavé, les années 2020 où il tape potentiellement pour moi le poids lourd le plus dangereux et le plus complet. Enfin, ce mec-là, je pense qu'il va faire un sacré règne. Après, c'est la Ouais, catégorie reine, donc non, c'est sûr. peut-être tu tombes. Mais Mais effectivement, même derrière, t'as encore des Cyril Gann qui poussent, t'as des Gelton, donc
toutes les cartes sont redistribuées. C'est ça, du coup, quelle place pour Pavlovic? Enfin, il y a pas mal de choses qui vont évoluer et ça va être, je pense, assez intéressant à suivre ça. Donc, c'est mon coup d'œil. Ok. Bah écoute, moi je vais parler rapidement de la suite de la catégorie des light heavyweight. Oblige, j'ai trop d'amour pour ce monsieur-là. On a vu Jamal Hill du coup dire que oui, yes, give me the crown, I'm the real champion. Il a aboyé comme d'hab. Hein. Bon, ceci dit, ce monsieur est très drôle et a un certain talent pour le combat. Donc. Il s'est prononcé pour derrière affronter monsieur Alex Poatan Pereira. Mais Alex Pereira, du coup, a call-out Adesanya. Moi, pour le coup, j'avoue que je ne suis pas forcément favorable à ce call-out parce que je trouve que ça a un peu trop poussé la narrative de Pereira contre Adesanya. Même si effectivement, maintenant, un combat entre les deux hommes ferait plus de sens dans le sens où Adesanya aurait un enjeu, aurait un intérêt à aller battre Pereira puisqu'il irait chercher une ceinture et pour son héritage du coup c'est reponctuer le fait d'avoir battu un gars où vous en êtes à 1-1 en MMA et pour la plupart dont moi c'est Pereira qui perd puisqu'Adesanya qui gagne donc asseoir sa domination sur Pereira et récupérer. Après, ça fait plusieurs fois que tu dis ça, plusieurs fois que je dis rien, mais tu vois, je trouve que quand on dit ça, en fait, moi, j'aime pas trop parce que c'est ne pas donner de crédit au combattant en face, tu vois. Et que c'est pas parce que le combattant va faire une erreur, déjà, il faut l'anticiper. C'est pas parce que le mec en face de toi fait une erreur, il faut la voir, etc., tu vois. Après, voilà, nous, on se connaît, tu vois. Mais je sais que des fois, pour les gens qui vont écouter, ce côté, ouais, c'est plutôt Adesanya qui perd, j'ai du mal parce que, c'est plutôt Pereira qui perd. Oui, tu vois, mais bon, bref, c'est juste une petite aparté, puisque tu en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant et ça m'avait un peu. Tu fais très bien. Mais après, voilà, c'est. Effectivement, Adesanya, c'est pas un peintre. Hein. C'est pas oui, mais en fait, c'est une erreur de Pereira dans laquelle Adesanya s'engouffre. Tu vois, pour moi, c'est plus ça plutôt que. Parce que vraiment, le timing, c'est techniquement, effectivement, le timing pour mettre cette patate, elle est, mais balèze, serrée, c'est très très fort. C'est une grosse erreur de Pereira, effectivement, mais Adesanya, genre, ça montre à quel point c'est un champion. Le gars, il se fait niquer la non, mais en fait, je sais qu'on est d'accord, tu vois, mais c'est plus pour le public, etc. Tu fais bien. Les choses sont un peu plus nuancées. En tout cas, public, sachez qu'Adesanya, avec la jambe éclatée, et un Portugais indigène qui vient et qui te met des left hooks dans la gueule, il a réussi à trouver l'ouverture pour mettre le KO. Mais effectivement, pour la Legacy, Adesanya du coup gagne de par le fait que beaucoup de discussions aillent dans ce sens, disant que plus Pereira qui a perdu qu'Adesanya qui gagne. Et en plus, il peut aller chercher la ceinture des light heavyweight. Après, est-ce qu'il pourra s'installer en tant que grand champion dans cette catégorie? Je ne pense pas. Le problème de la lutte étant le même que Pereira, avec quelques kilos de moins en plus, mais peut-être quelques avantages techniques, mais qui sont compensés ou perdus par le poids de Pereira et par du coup la technique d'Adesanya. Donc à voir, ça m'intéresse énormément de voir ce qui va se passer pour la suite de cette catégorie. Est-ce que Pereira sera un champion dominant qui va vouloir prendre les gros strikers et du coup asseoir sa domination, sachant qu'actuellement, c'est actuellement à l'UFC, à mon sens, c'est le plus gros palmarès en tant que sportif et athlète martial. 2 ceintures du Glory et 2 ceintures UFC en 2 ans et 2 ceintures du Glory au global dans 2 catégories différentes. C'est du jamais vu. On avait Triple C à l'époque qui avait réussi à asseoir sa domination sur les JO et du coup l'UFC. Pour moi, c'est quasiment du même acabit. Écoute, LG, on a fait le tour? Ouais, on a fait le tour. Ok. Écoutez, vous derrière la caméra, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donnez-nous vos retours. L'erreur est humaine, il y a certainement énormément de choses qu'on peut améliorer comme Pereira face à Adesanya. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, quelles sont vos attentes pour la suite. Parce qu'effectivement, l'UFC est redynamisée. Est-ce que le stoppage de Prochaska vous a un petit peu titillé? Est-ce que vous auriez aimé en voir plus? Quel prochain combat vous souhaitez voir? Quelles sont les thématiques, les sujets qui vous intéressent? LG, je te laisse le mot de la fin. Prenez soin de vous, la famille. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah. Allez.